Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission d'Écrit Info, ce magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique et même juridique qu'on a lancé ici à CPL Télévision. Des questions importantes qui retiennent l'actualité dans plusieurs domaines sont mises sur la table. Nous tentons de les décortiquer en leur donnant un sens, une forme et selon nous. C'est d'ailleurs pour ça que chaque matin, lorsque nous sommes devant vous, dans le cadre de cette émission, nous avons tout simplement l'habitude de dire que l'Écrit Info, c'est le tempo de l'actu selon notre feeling. Ça veut dire notre manière à nous de voir les choses, notre manière à nous de les ressentir et notre manière à nous de les exprimer. Ici, je viens dans la peau d'un éditorialiste, de quelqu'un qui voit les choses à sa manière et qui vient les exprimer. J'ai longuement discuté avec un téléspectateur qui m'a appelé ce matin, d'ailleurs avant d'entrer ici sur ce plateau, qui me reprochait le fait que j'ai l'habitude de dire dans mes décrits que ici c'est mon point de vue, je ne vous impose pas. Il a dit non Perrault, ça édulcore un peu l'efficacité et la force de vos propos, parce que quand vous venez, nous pensons que vous dites la vérité. Il faut plus commencer à dire non, il faut plus commencer à dire ce que je dis ici n'est pas du tout une parole d'évangile. Non. Moi, j'ai un défaut peut-être, et ça peut être un défaut, oui, peut-être ça peut être aussi une qualité. Ça dépend de quel bord et de comment on prend ça. Je crois en la démocratie. C'est vrai que c'est un système de gouvernance, de gestion qui a du mal à poser et à enfoncer ses racines en Afrique notamment, parce que comme disait Mobutu, nous sommes en Afrique. Les Africains ont notre image des chefs, une autre image de la vie peut-être. Et c'est un mode de gestion des gouvernances qui nous a été importé de l'extérieur a encore du mal à faire un peu école ici chez nous. Mais je crois que la démocratie elle est bonne parce qu'elle nous permet comme citoyens vivant dans une société de pouvoir participer à la gestion de la chose publique de par nos propos, de par nos opinions. Mais la démocratie a aussi ceci comme principe, c'est la liberté d'opinion, c'est la tolérance. Quand j'ai dit ici dans cette émission que ce que j'ai dit ici n'est pas du tout une parole d'évangile, je ne vous impose pas, je crois en cela. Parce qu'au nom de quel principe? Parce que je m'appelle Claude Perrault-Loira, parce que j'ai une caméra devant moi, un micro devant moi, je dois vous dire, vous dites oui et amen à tout ce que j'ai dit. Non, pas du tout. Je n'ai pas le monopole de la connaissance, loin de là. On a eu un grand débat, un grand débat sur la question pendant 15 minutes après où on discutait avec les téléspectateurs. Non, je ne relativise pas la profondeur des propos que je tiens ici ou la profondeur de mes arguments. Non, je suis quelqu'un qui croit à la démocratie et je crois que ici, nous ne sommes pas dans le domaine du journalisme traditionnel, c'est-à-dire le journalisme des comptes rendus, le journalisme des reportages. Non, pas du tout. Vous savez, en journalisme, il y a ce qu'on appelle les genres journalistiques. J'avais promis de ne plus trop revenir là-dessus, mais attendez, il fallait quand même que je lève l'option ici par rapport à ce que je me suis dit avec ces téléspectateurs. Peut-être qu'il y en a aussi parmi vous qui voient les choses comme lui. Le décrit info, c'est aussi ça, c'est le débat, c'est l'échange. Lorsque un journaliste est devant un fait, il peut choisir sous quel angle et sous quel genre journalistique l'aborder. Et un fait ici peut avoir plusieurs angles, peut avoir plusieurs genres journalistiques. C'est-à-dire quoi? Je viens ici à un accident de route ici, 3 personnes sont décédées. Moi, je viens comme journaliste. C'est comme ça qu'on nous a enseigné à l'école. Ça dépend de comment moi je vois les choses. Quelqu'un peut venir comme journaliste, il dit pour cet événement ici, moi je fais un reportage. Lorsqu'il choisit de faire un reportage, le journaliste utilise les procédés liés au reportage pour rendre les faits. Quelqu'un peut venir, il dit, moi j'ai fait un compte rendu. L'un d'autre peut venir dire, sur cette affaire d'accident, je le prends comme
comme un préalable ou comme un prétexte, je fais une enquête. Pourquoi il y a eu accident à cet endroit? Il va vous relever peut-être que de ces enquêtes, la route avait des trous et qu'il y avait quelqu'un à qui on a donné l'argent. Ça dépend de quel angle, ça dépend de quel genre on choisit. Il y en a aussi qui peuvent venir, lui il met l'accent sur la situation des véhicules qui roulent sur la ville de Kinshasa et ont occasionné l'accident. Moi je peux venir, je mets l'accent sur les bilans qui est extrêmement catastrophique. Pourquoi les gens sont morts? Peut-être parce qu'ils n'avaient pas porté leur ceinture. Il y a plusieurs manières de pouvoir aborder un sujet et vous faire consommer ça en journalisme. C'est ça. Et ici, moi, le genre que je choisis dans le cadre des décrits info, c'est que je suis dans la peau d'un éditorialiste. Et l'éditorialiste, lui, donne son point de vue. Je ne peux donc nullement, cher frère qui m'avait appelé de Lubumbashi, vous imposer mon point de vue. Nous sommes dans les domaines des points de vue. Non. C'est comme ça que j'ai l'habitude de prendre des précautions quand je commence mes émissions à dire, écoutez, ce que j'ai dit ici ne m'engage que moi. La science que j'ai étudiée pendant 5 ans à l'université, pour faire ce travail, je suis allé apprendre ça à l'université, me dit que si tu veux opiner sur une question d'actualité, parce que dans le décrit, moi je porte les faits, je commente les faits, j'opine sur les faits. Dans le reportage, dans le compte rendu, le journaliste prend distance par rapport aux faits. Il rend les faits. Voilà un peu la différence. Donc, je ne peux pas vous imposer ça. Et si je mets dans ma tête une idée d'imposition, je suis en contradiction avec mes convictions, avec mes valeurs. Non, pas du tout. Moi, j'ai dit que ce stylo est bleu. Oui, c'est la vérité pour moi. C'est peut-être la vérité pour plusieurs. Mais je ne peux pas empêcher à quelqu'un qui vient pour estimant que le stylo est jaune de pouvoir opiner. Lui, il peut dire non, le stylo là, il est jaune. Pourquoi? Parce que la matière au départ. Chacun de nous est libre de donner son argument. Et c'est ça la démocratie. Libre à vous, maintenant, nos téléspectateurs, de prendre l'information ou le rendu selon son goût. Mais je l'ai dit et je le répète, moi, ce qui me fait mal, ce qui me désole dans ce qui arrive dans tout ça, c'est le fait que les avis des uns et des autres, parfois on retrouve des insultes, parfois on retrouve des choses pas bien à l'intérieur. Et c'est ce qui m'embête un peu dans ça. Je me dis, en démocratie, on peut ne pas être d'accord sur les faits, mais cela ne voudrait pas dire qu'on devient ennemi. L'intrusion des insultes, des calomnies, des injures dans le débat politique, moi ça me rend mal à l'aise. Mais de là à être divergent sur le point de vue, c'est tout à fait normal. C'est ça la démocratie et c'est ce qui fait respirer la démocratie justement. Donc je l'ai dit, j'expose mes propos aux arguments de vos étant pris parce que je reste convaincu que du choc d'idées, la lumière, alors la vraie lumière finit toujours par jaillir. Vous le savez, après cette émission, comme lui il m'a appelé, vous pouvez aussi m'appeler. On peut toujours discuter de tel autre point si on le fait de manière courtoise, de manière respectueuse, en nous respectant les uns et les autres. Le débat est toujours ouvert. Comme hier également, hier soir, j'ai eu aussi un long débat avec un téléspectateur qui me reprochait le week-end un décrit que j'ai fait ici lorsque je parlais de l'arrivée de Moïse Katumbi. J'ai dit que le passeport diplomatique de M. Kemitato avait été arraché. J'ai parlé des passeports. Lui m'a dit non, il fallait seulement ajouter passeport diplomatique. Pour lui, il pense que entre passeport et passeport diplomatique, il y a une nuance. Mais bon, j'ai dit oui, il y a une nuance entre un passeport ordinaire et un passeport diplomatique. Oui, il y a une nuance. La première des choses qu'il fallait lever par rapport à ça, est-ce que M. Olivier Kemitato avait-il le droit d'avoir un passeport diplomatique? Ça, c'est la première question. La deuxième question, avait-il besoin de l'utiliser? Dans le cas d'espèce, pour quitter Lubumbashi vers Kinshasa, un Congolais n'a pas besoin d'avoir son passeport. C'est un vol à l'intérieur du pays. Et dans le cas sous examen, M. Kemitato a utilisé son passeport non pas comme un document de voyage, mais comme un document d'identité. Parce que quand vous vous présentez devant la DGM, on vous demande votre identité. Le passeport est aussi un document d'identité. Donc il a exhibé son passeport. Moi, on m'a arrêté à l'aéroport d'Njili, je vous ai parlé lors de la dernière fois. J'avais quoi comme document d'identité? C'était mon passeport ordinaire, qu'on m'avait d'ailleurs arraché ici à l'aéroport international d'Njili, et qu'on m'a aussi arraché à Lubumbashi, parmi les documents de voyage qui m'ont été arrachés avant d'être remis 3 heures après ici à Lubumbashi, à Kinshasa, et un peu plus tard à Lubumbashi, parce qu'ils m'ont libéré aux alentours de 22h30, 23h. Donc c'était mon passeport, mais je n'avais pas besoin de mon passeport pour voyager. Non, je suis congolais, je suis dans mon pays. Mais là, je présentais les passeports comme un document d'identité, pour être identifié. Voilà.
C'est toujours bien de discuter avec vous quand on peut, d'échanger nos avis. Donc, merci à vous. Merci pour l'intérêt que vous n'arrêtez d'accorder à cette émission. Merci pour votre amour, pour vos messages d'encouragement, vos nombreux messages de critiques, de félicitations. Ça fait chaud au cœur et ça nous permet justement de pouvoir améliorer le travail que nous faisons, parce que je l'ai dit toujours et je voudrais le répéter d'ailleurs ici, le travail que nous faisons ici, nous le faisons essentiellement pour vous et avec vous. Donc si vous n'existez pas, CEPEL n'existera pas. Continuez à vous abonner sur notre chaîne comme vous le faites là. Appelez vos membres de famille, vos proches et tout ce que vous voulez à pouvoir s'abonner. Ça nous fait énormément plaisir et ça réchauffe les cœurs et ça nous démontre que vous nous aimez. Merci à notre partenaire, la boutique La Londoloise, avec sa patronne Judith Londolé Betoko. Judith Londolé Betoko. Il y a des choses qui arrivent parfois dans la vie, mais il ne faut jamais condamner Dieu. Il ne faut pas le blâmer. Il faut rester debout et bénir le Seigneur tout en sachant que le meilleur est toujours devant nous. Hein? Le meilleur est toujours devant nous. Merci donc à Judith Londolé Betoko qui nous habille encore ce matin. Si vous aimez cette veste, comme je l'ai toujours dit, vous aimez la montre, vous aimez... Malheureusement, je ne peux pas vous montrer les chaussures. Tout ce qui concerne l'habillement homme, la chemise, c'est donc notre partenaire de la boutique La Londoloise qui nous a habillés ce matin. Vous n'avez qu'à regarder les spots publicitaires qui passent là. Prenez son numéro, appelez-la, faites vos commandes. Elle se fera le réel plaisir de pouvoir honorer vos commandes et nous, ça nous fera énormément plaisir. Allez, situation sécuritaire dans l'Est de la République. Pour respecter le principe de l'émission, parce que rappelez-vous, j'avais pris l'engagement devant vous tous de ne jamais commencer mes émissions sans pour autant réserver les premières minutes à la situation sécuritaire dans l'Est, parce qu'il me paraît impérieux de pouvoir alerter l'opinion nationale et internationale sur ce qui se passe dans mon pays. Et ce qui se passe dans mon pays est grave. Moi, j'ai dit que je refuse ce silence coupable, ce silence d'un complice sans être un vrai complice, qui voit la situation de ce pays, dans son pays, être dramatique, qui voit les femmes être violées, les enfants être décapités, des hommes être massacrés, alors que lui, il est silencieux. Non, j'avais dit, donnez-moi 3-5 minutes chaque jour au début de mes décrits, moi, je lancerai cet appel et j'attirerai l'opinion sur la situation dans mon pays, parce que je pense que ça aussi, c'est être patriote, ça aussi, c'est aimer son pays. Je suis journaliste, je suis pas militaire, je suis pas politicien, c'est que je le mets en contribution pour alerter l'opinion sur la situation catastrophique de l'Est de mon pays. Les amis, quoi que l'on dise, où que vous soyez, retenez que c'est chez vous au Congo, il y a des situations terribles. On tue, on viole, on massacre dans l'Est de la République. Moi, je l'ai dit comme un lanceur d'alerte. Si une personne, si deux, si trois personnes peuvent entendre ma voix, j'aurai rempli mon travail. Je l'ai dit d'abord comme un lanceur d'alerte. Et en plus, je l'ai dit pour exprimer mon attachement, ma solidarité et tout mon soutien à nos compatriotes de l'Est de la République qui vivent des situations inacceptables, intolérables, qu'on ne peut pas expliquer. 2 décennies durant des souffrances, d'atrocités, trop c'est trop. Et quand on sait qu'il y a eu un moment dans ce pays où on avait le plus grand contingent des opérations des médecins de la paix dans l'Est de la République, on avait 20 000 hommes, 20 000 casquettes, 20 000 hommes de la MONUSCO ici chez nous, mais ça continue à violer et à massacrer, c'est terrible. Et j'ai vu aussi qu'un rapport a été rendu public, notamment par nos confrères de Radio France Internationale ce week-end, sur les ratés de l'état de siège. C'est un rapport de la Commission Défense et Sécurité de l'Assemblée nationale qui a fuité. Et on note dans ce rapport-là quelques ratés, quelques déviations par rapport à l'état des sièges. On parle notamment des problèmes d'effectifs des troupes. On parle notamment des problèmes de logistique. On parle notamment des problèmes de violation des droits de l'homme. Le rapport est sur le site de RFI.fr. Vous pouvez jeter un coup d'œil. Je promets d'ailleurs que lors de mon prochain écrit, je reviendrai pour lire certaines lignes de ce rapport-là. J'ai eu froid au dos. Je me suis dit, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe ici chez nous? C'est là justement le problème que je reproche à certaines de nos autorités. Quand on arrive au pouvoir, les amis, on ne vient pas pour s'expliquer. Ce n'est pas la première fois que je l'ai dit. Quand on arrive au pouvoir, on n'arrive pas pour se justifier. On arrive parce qu'on a une idée de ce qu'on veut faire de son pays, de ce qu'on veut faire de ses concitoyens. On arrive parce qu'on a une idée de là où on veut amener son pays.
Mais malheureusement, le Congo manque ce leadership éclairé, visionnaire, capable de nous prendre et de nous tirer vers là où nous devons être. Nous sommes un grand pays planté au cœur de l'Afrique, mais le Congo a la malchance de nous avoir peut-être comme peuple. Nous avons la chance d'avoir ce pays comme pays. 2 345 410 km² de superficie. Nous avons tous les métaux précieux que le monde recherche ici chez nous. Nous sommes fiers d'avoir ce Congo. Aujourd'hui, on parle de la COP 26, je crois, qui se tient à Glasgow, là-bas, en Écosse. Mais le Congo est le deuxième poumon en matière de lutte contre le réchauffement climatique après l'Amazonie. Donc nous avons tout ici. Dieu a pris les richesses qu'il a privé les autres nations et il a mis ça ici chez nous. Qu'est-ce que nous en faisons? Nous sommes dans des débats de photos, nous sommes dans des débats, on n'entre pas dans des débats structurels, on n'entre pas dans des réformes structurelles, on est dans des débats conjoncturels, dans des réformes conjoncturelles. C'est compliqué ces choses ici. Nous avons la chance d'avoir le Congo comme pays, mais le Congo, lui, a la malchance de nous avoir comme peuple, parce que nous manquons d'inventivité, nous manquons de l'amour pour sortir ce pays de là où il était. Deux choses à dire par rapport à l'Est, et j'ai toujours mes deux postulats. J'ai dit, si nous voulons que la paix revienne dans l'Est de notre pays, nous devons être capables d'avoir une armée professionnelle, républicaine, dissuasive. Nous ne pouvons pas empêcher au monde de convoiter ce qui se passe ici chez nous. Cette politique de bouc émissaire, c'est le Rwanda, c'est l'Ouganda, c'est les autres. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Le Rwanda ne nous empêche pas de nous organiser ici chez nous. Organisons-nous pour nous doter d'une armée capable de nous protéger. Deuxième élément, nous devons être capables d'identifier la menace. Et pour moi, l'identification de la menace passe par l'identification des tireurs de ficelles. Nous devons être capables de les identifier, de les traquer et de les punir. En le faisant, on aura réussi notre coup et on aura réussi à sauver notre pays et à bâtir un pays beaucoup plus beau au cœur de l'Afrique, comme le dit d'ailleurs un paragraphe de notre hymne national. Voilà ce que j'avais à dire sur l'Est de la République. Les amis, je voudrais en venir à mon sujet du jour. Je voudrais parler de Moïse Katumbi, de Jean-Pierre Bemba et de toutes ces tractations qu'il y a au niveau politique. Mais bien avant, je me suis amusé à lire les réseaux sociaux ce week-end. J'ai vu le président de la République au niveau du sommet de G20, je crois, oui, qui s'est tenu à Rome. J'ai également vu notre président de la République qui doit arriver en Écosse aussi pour participer à la COP 26. Mais je voudrais ici déplorer une chose. Vous savez, aussi longtemps que nous serons, nous, Congolais, en train de s'attarder sur la périphérie, sans pour autant rentrer en profondeur et nous poser des questions idoines, le Congo n'avancera pas. Grave a été ma déception, grande a été ma déception, de voir que dans les réseaux sociaux, sur le voyage du président de la République, les gens se sont plus attardés sur les photos. Le président en train de rigoler avec Joe Biden, le président en train de... excusez-moi, le président en train de discuter avec son homologue américain. Et aujourd'hui, lorsqu'on parle, on fait les résumés du déplacement de notre président de la République au niveau des G20. On ne nous dit pas quelles sont les retombées de ces sommets-là. Ceux des communicateurs de l'UDPS, et même j'ai vu nos amis qui sont à la communication à la présidence de la République, pour eux, les photos que notre président de la République a prises avec M. Joe Biden, résumaient les voyages du président de la République. Non, les amis. Non, les amis. La gestion de la République est une chose tellement sérieuse que nous ne pouvons pas nous contenter de ces photos-là. Je suis heureux que notre président soit en contact avec les grands de ce monde. C'est une très bonne chose. Je suis heureux que notre président soit avec Joe Biden, avec Emmanuel Macron, parce qu'au finish, le président représente le Congo. Quand il parle à Biden, c'est la voix du Congo qui est entendue par rapport à ces grands. Mais résumer le voyage du président de la République à ces photos-là, moi j'ai dit, ceux qui sont à la communication à la présidence ne connaissent pas leur travail. Ne connaissent pas leur travail. Le débat ne doit pas tourner autour de ces photos-là. Ce sont des journalistes et des communicateurs chevronnés qui sont là-bas. Et moi, on m'a dit, le problème lorsqu'un président de la République fait une audience, l'audience en soi n'est pas une information. Parce que l'audience rentre dans le cadre de l'exercice normal de ses fonctions. Le plus important, c'est la nature de l'audience et c'est le contenu de ce qui ressort de cette audience-là.
Vous nous avez montré le photo de notre président de la République, bravo. Mais vous ne nous avez pas dit, qu'est-ce que le président a dit là-bas? Qu'est-ce que le président nous a ramené? Quel est l'intérêt pour le Congo que son président, qui a participé à ces sommets-là, d'ailleurs non pas comme président du Congo, mais il y était comme président de l'Union africaine. Quelles sont les retombées pour nous? C'est ce qui intéresse les Congolais. Cette guerre-là de communication autour des photos, j'étais là en train de rigoler. À un moment donné, j'avais des larmes et je me suis dit, mais qu'est-ce que nous voulons finalement pour ce pays? Je rappelle ici qu'au sommet des G20, notre président y est allé comme président de l'Union africaine. Ça a souvent été comme ça. Il n'y a rien d'exceptionnel. Il n'y a rien d'exceptionnel. Mais ce que nous oublions, le Rwanda et l'Afrique du Sud, qui eux ne sont pas à la présidence de l'Union africaine, étaient aussi invités à ces rendez-vous-là. Voilà de véritables coups diplomatiques. Et quand j'ai vu à la télévision rwandaise, quand j'ai vu nos confrères de l'autre côté, ils ont plus mis l'accent sur les contenus des tête-à-tête que M. Kagame a eu avec tel autre. C'est que Cyril Ramaphosa a fait avec tel autre. Et pendant ce temps-là, nous, dans nos pages ici, le débat était autour des photos et autour des... Je me suis dit, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Quittons un peu la périphérie, les amis. Quittons un peu la périphérie. Je suis d'accord et j'ai été heureux de voir le président de la République afficher ses amitiés avec M. Joe Biden. C'est une très bonne chose pour le Congo. Mais le voyage du président ne devait pas se résumer à ces photos-là. Non. La communication du président devait aller au-delà. Devait montrer aux Congolais. Si vous voulez communiquer autour des photos, oui, c'est bon. Mais dites-nous qu'est-ce qui se cache derrière ces photos-là. Asseoir la réussite du déplacement du président de la République au G20 seulement parce que le président a des photos avec Joe Biden, c'est un problème de choix, d'angle communicationnel, mais je crois que les Congolais n'auront rien à gagner, rien à tirer par rapport à ça. Mais c'est bien que le président ait eu le temps de parler avec Joe Biden et tout ce monde-là. À l'heure où nous parlons, nous sommes au niveau de COP26, je crois, à Glasgow. Et je rappelle ici que le Congo a la deuxième forêt mondiale avec la forêt équatoriale après l'Amazonie. Nous avons des tourbières ici chez nous. Nous avons des capacités aujourd'hui. Nous sommes capables de réduire sensiblement les effets néfastes des rejets de gaz à effet de serre. Qu'est-ce que le Congo va gagner là-bas? Quelle est la voie du Congo? Quelles sont les stratégies que nous avons mises en place pour convaincre ces partenaires-là? C'est ce que nous attendons ici. J'espère que cette fois-là, on aura le discours du président, on aura les retombées de ce que notre président de la République aura fait, au lieu de nous bombarder des photos que vous ne légendez même pas. La communication, c'est aussi de l'art. Nous sommes obligés comme peuple à aider notre pays, et par notre pays, nous sommes obligés à aider notre président de la République. Parce que le président de la République, c'est le symbole de la nation. Le président de la République, c'est la première institution du pays. C'est lui le garant des bons fonctionnements de la République. C'est lui qui nous représente à l'étranger. Résumer le voyage du président à des photos avec Joe Biden, je pense que ça a été un faux bon communicationnel à mon point de vue. Les amis, Moïse Katumbi était à Kinshasa. J'en viens à mon sujet justement. Monsieur Katumbi a séjourné pendant 3 jours à Kinshasa. Hier, il y a eu des brouilles, des rumeurs partout. À cause des éditions matinales de nos amis de RFI. RFI nous a annoncé que M. Katumbi était en train de consulter et qu'il aurait, RFI a utilisé les conditionnels, levé l'option de rester à l'Union sacrée et de pouvoir accepter la nomination de M. Denis Kadima. Si vous êtes un fervent supporter ou plutôt fan de CEPEL, vous allez voir que nous avons publié un article sur notre site d'information. D'ailleurs, je vous appelle à faire de temps en temps un tour là-bas. cepelnews.net si vous voulez aussi vous informer. Dans lequel, pendant que cette rumeur-là et que RFI diffusait cette information, nous avons pu entrer en contact avec les proches de Katumbi. Notamment avec M. Olivier Kamitatou, qui est son directeur de cabinet et son porte-parole, M. Salomon Idi Kalonda, qui est son conseiller spécial, M. Francis Kalombo, qui est son porte-parole adjoint, pour vérifier la véracité de l'information.
Tous ils ont été unanimes. Certains ont critiqué RFI en disant que ce n'était pas un média professionnel. D'autres nous ont dit non, Katumbi était encore en train de poursuivre les consultations et que la décision n'était pas encore prise. Il faut attendre. Et à la fin, hier soir, un communiqué sanctionnant le séjour de Katumbi à Kinshasa a annoncé que M. Katumbi, président d'Ensemble, a fini ses consultations ici et qu'il est rentré à Lubumbashi pour clore toutes les consultations et il donnera le point de vue de son parti. Deux éléments à dire par rapport à ça. Le premier élément, je sais que le journaliste, parfois, les gens ils disent manipuler, mais RFI est quand même parmi les médias sérieux. Est-ce que nos amis de RFI auront pris le risque d'annoncer une information qui n'est pas vraie? Je ne sais pas, je me pose la question. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de cette nature-là qui a fuité dans le rang de Katumbi, après notamment sa rencontre avec M. Amer et quelques corps diplomatiques dans le pays? Je ne le sais pas. Ici, ils sont présumés n'avoir pas donné leur point de vue parce qu'ils nous ont dit justement que M. Katumbi donnera son point de vue. Mais à l'heure où nous parlons, les amis, Katumbi est comme un enfant qui est devant plusieurs chemins et il doit prendre la décision. Le premier élément, la première décision que M. Katumbi doit prendre, peut-être qu'il est en train de subir des pressions, notamment de la communauté internationale, pour lui dire « reste encore là-bas ». Et autre chose qui fragilise un départ de M. Katumbi, c'est la position de Jean-Pierre Bemba. Vous le savez, dans l'environnement politique aujourd'hui, Martin Fayulu est en train de placer ses pions, notamment avec son bloc. Martin Fayulu passe pour un homme stable. Il n'est pas allé embrasser M. Tshisekedi, il est resté constant sur ses positions. Aujourd'hui, les blocs avec Kabila, on peut ne pas les dire, on peut ne pas l'accepter, a quand même comme tête d'affiche M. Martin Fayulu Madidi. Même si aujourd'hui les gens sont en train de se réfugier derrière l'appel de l'église catholique. Katumbi est un peu mal à l'aise de quitter l'union sacrée et de se ranger dans une bataille avec comme tête d'affiche M. Martin Fayulu Madidi. Le problème se trouve à ce niveau-là. Faut-il quitter l'union sacrée pour aller faire bloc dans une affaire où vous avez déjà un Martin Fayulu qui a des racines? Les complications commencent à ce niveau-là. Faut-il quitter l'union sacrée pour mener en solo une bataille? Là aussi, ça va être compliqué parce qu'à l'heure où nous parlons, il sera quand même difficile de faire reculer M. Tshisekedi quand on joue en solo. Donc, il y a une sorte de nécessité de la recomposition de la scène politique d'un bloc qui doit faire face à M. Tshisekedi et à son union sacrée. Mais qui va être la locomotive de cette affaire-là? C'est là que se posent les problèmes. Donc, ce sont des éléments qui peuvent mettre Moïse Katumbi mal à l'aise. Katumbi aurait pu être fort si dans sa volonté de quitter l'union sacrée, il avait le soutien de Jean-Pierre Bemba. Parce qu'il vous souviendra, pour venir à l'union sacrée, Moïse Katumbi s'est aussi appuyé sur l'accompagnement de Jean-Pierre Bemba. Il est même allé le chercher à Gemena par son avion. Il l'a ramené ici à Kinshasa, il l'a ramené à Gemena avant d'aller à Lubumbashi. Or, à l'heure où nous parlons, Jean-Pierre Bemba est en train de souffler les chauds et les froids. J'ai vu un communiqué hypocrite que M. Jean-Pierre Bemba a signé. Je parle d'hypocrite parce que je l'ai lu, je l'ai relu. Le communiqué ne dit absolument rien. Jean-Pierre Bemba est en train de souffler le chaud et le froid, refusant de prendre des positions tranchées sur la situation dans le pays. Et ça s'explique. M. Bemba revient d'une longue incarcération à la Cour pénale internationale, plus de 10 ans. À l'heure où nous parlons, Jean-Pierre Bemba n'a pas encore d'horizon politique devant lui. La loi électorale que nous avons à l'heure actuelle ne permettra pas à M. Jean-Pierre Bemba d'être président de la République. Alors, il faut un peu ménager M. Tshisekedi, président de la République, qui a la majorité au niveau du Parlement. Il faut lui faire un peu le jeu doux pour permettre à Jean-Pierre Bemba, par exemple, lors du vote de la loi électorale, que cette incise qui l'empêche d'être candidat puisse être élaguée pour lui permettre de se refaire une santé politique dans le pays. Donc, il n'a pas besoin d'égratigner M. Tshisekedi à l'heure où nous parlons. De l'autre côté, Jean-Pierre Bemba ne peut pas non plus donner l'impression d'une coupure, d'une cassure avec Katumbi qui a été son allié de circonstances. Pourquoi? Au cas où il éprouvait une fin de non-recevoir du côté du président Tshisekedi, Jean-Pierre Bemba a besoin d'avoir un autre allié. Il peut faire un comeback pour de nouveau se refaire une santé avec notamment Moïse Katumbi Tchapoué. Donc il est un peu au bout de chemin, les jambes écartelées,
Du coup, il ne peut pas prendre une position tranchée. C'est comme ça que Jean-Pierre Bemba joue aux équilibristes. Au-delà de ces choses-là, il faut également ajouter le fait que Bemba, après 18 ans ou après 10 ans d'incarcération, il revient dans le pays, il a des problèmes financiers. C'est un enfant qui est né avec une cuillère d'or dans la bouche. Son père était riche, monsieur Jeannot Bemba. Il ne connaît pas de difficultés dans sa vie. Et là, il doit faire face à des difficultés, notamment financières. Et au-delà de ça, n'oubliez pas qu'il se pose un problème d'héritage dans la famille Jean-Pierre Bemba. Il est en train de se battre avec ses propres frères ici pour se disputer les biens de son père. Bemba, donc, a des problèmes politiques. Il a aussi des problèmes personnels avec ses finances qui sont au rouge. Le président Tshisekedi peut donc être une sorte de bouée de sauvetage financièrement pour Jean-Pierre Bemba. Du coup, il faut le ménager. Bemba ne peut pas donner une position tranchée à l'heure actuelle parce que son avenir politique n'est pas encore clair. Faut-il prendre clairement position contre M. Denis Kadima au risque de faire mal à M. Tshisekedi? On sait qu'on est au Congo. Les frères et les sœurs de Jean-Pierre Bemba sont en train de se plaindre. On dit de lui, il y a une sœur d'Elge, lui, qu'il veut s'accaparer des biens de son papa. J'ai lu plusieurs articles avec une de ses sœurs qui est à Bruxelles, qui disait qu'on la reconnaissait plus, qui a dit que Jean-Pierre Bemba voulait s'accaparer des biens de son papa. Donc un mot, une phrase qui énerve le régime, on peut facilement prendre la famille de Jean-Pierre Bemba, on lui attend un procès ici, un tribunal, je ne sais pas moi, de paix de Gombe ou de quoi, sur des questions liées notamment à la succession, et Jean-Pierre Bemba va tout perdre. Or, dans sa position, il est fragile financièrement, il a besoin de tout ça, il a besoin d'opportunités pour se refaire une santé. C'est comme ça qu'il souffle les chaud et les froid. Quand vous lisez son petit papier de communiqué qu'il a publié, vous allez voir, Jean-Pierre Bemba dit en gros qu'il constate qu'il n'y a pas eu de consensus, mais l'élément qui m'a marqué, Jean-Pierre Bemba note que avoir un représentant à la Commission électorale nationale indépendante ne signifie pas qu'on a gagné. Il ne s'arrête pas là, et il dit aussi, ne pas avoir un représentant à la Commission électorale nationale indépendante ne signifie pas non plus qu'on a perdu. C'est clair, sur les intentions de M. Bemba, et ça corrobore ce que j'ai dit. Quand il dit, avoir un représentant à la Commission électorale ne vous donne aucune garantie, il donne l'impression de s'attaquer à M. Tshisekedi. Et quand il revient aussi pour dire ne pas avoir un représentant à la Commission électorale ne veut rien donner, il donne aussi l'impression de s'attaquer à Fayoulou et à Moïse Katumbi. Donc, lui, il veut contenter tout le monde en attendant de voir ce que l'avenir va donner. Or, cette position qui n'est pas tranchée, met mal à l'aise M. Moïse Katumbi. Ça le laisse un peu dans la rue, dès lors que Katumbi, qui pouvait s'appuyer sur Jean-Pierre Bemba pour cheminer, se retrouve aujourd'hui seul, sans allié. De l'autre côté, vous avez un Martin Fayoulou qui lui a encore la présomption d'une virginité parce qu'il n'aura pas embrassé le président Tshisekedi et qui commence déjà à organiser les blocs. Il veut prendre la tête, il veut être la locomotive d'un bloc contre la forfaiture de l'Union sacrée, notamment dans l'affaire Denis Kadima. Donc Moïse Katumbi est à la croisée des chemins. C'est un peu compliqué. Mais là, il faut maintenant jongler. Il n'a pas Jean-Pierre Bemba et il est un peu seul. Katumbi, à l'heure où nous parlons, que ce soit Moïse Katumbi, que ce soit Martin Fayoulou, même Kabila, il sera difficile de s'opposer frontalement avec M. Tshisekedi en solo et de réussir. Ils ont besoin de ces blocs-là. Mais là, il faut définir les formalités et les formats de ces blocs-là. Mais la deuxième option qui reste à Moïse Katumbi, ça c'est l'option que moi je nous propose. J'estime en regardant ma caméra que M. Katumbi n'a plus sa place à l'Union sacrée. Katumbi ne doit plus rester à l'Union sacrée. Je l'ai dit ici, que Moïse Katumbi a commis l'erreur de sa vie en ayant accepté de composer le gouvernement avec M. Tshisekedi. Ça, c'est une répétition. Lorsque le président Tshisekedi a lancé l'appel de consultation, j'ai fait des décrits ici dans lesquels j'ai dit à M. Katumbi, M. Katumbi, il faut aller avec le président Tshisekedi. Kabila, c'est un homme vomi. Kabila, c'est un homme honni. Les Congolais voulaient en finir avec Kabila. Toutes les personnes, tous les efforts, toutes les initiatives allant dans le sens d'anéantir Kabila avaient le concours et l'assentiment des Congolais. Rester en dehors de la situation n'aurait pas servi Katumbi. J'ai dit à M. Katumbi, il faut soutenir M. Tshisekedi. Si vous réussissez à anéantir
Joseph Kabila, tu pourras profiter des bilans de ces combats en disant les Congolais n'aimaient pas Kabila, moi j'ai apporté ma pierre pour l'anéantir. Mais la grosse erreur, c'est celle d'avoir accepté d'aller dans une coalition avec le président Tshisekedi. Premièrement, il est clairement établi aujourd'hui que l'UDPS n'est pas un partenaire politique fiable. Elle ne respecte pas ses engagements politiques. Les exemples sont légion. Ils sont allés à Genève 24 heures après, ils sont revenus sur leur décision. Ils sont allés avec Kamere à Nairobi. Aujourd'hui, on sait la situation dans laquelle se trouve Vital Kamere. Ils sont allés à Mboué-la-Loge avec Kabila, signer des accords. Ils l'ont cassé. Donc, Katumbi avait cet éventail autour de lui, que l'Union sacrée n'était pas un partenaire politique fiable, que l'UDPS n'était pas un partenaire qu'il fallait embrasser aveuglément. La preuve, elle est là. Ils se sont servis de lui comme une sorte de béquille pour anéantir Kabila. Et aujourd'hui, il est l'homme à abattre. Je regarde ma caméra, je l'ai dit et je le redis. Si Moïse Katumbi Tchapoué et Jean-Pierre Bemba n'étaient pas venus aux consultations lancées par son excellence M. Tshisekedi, Kabila ne serait pas anéanti. C'est Jean-Pierre Bemba et c'est Moïse Katumbi qui ont donné du poids aux consultations, qui ont donné du tonus, qui ont donné du volume à cette affaire-là. Mais ils se sont servis d'eux aujourd'hui comme des béquilles. Aujourd'hui, Kabila anéanti, on a le contrôle de tout, on commence maintenant à malmener des gens qui leur ont apporté de l'aide. Katumbi avait donc ça. Et puis le deuxième élément, l'erreur de participer à un gouvernement avec M. Tshisekedi. Parce que le décor de l'échec était déjà planté. Le président de la République lui-même avait reconnu lors de son dernier discours qu'il sonnait les glas, qu'il croyait bien faire en allant s'allier à Kabila, mais il a déçu nos espoirs. Ce n'est pas moi, c'est le président de la République. Le bilan de l'échec avait déjà établi à son temps par le président de la République. La gestion de l'UDPS posait déjà problème. Aller avec un Tshisekedi dans ces conditions-là, à mon point de vue, et je l'avais dit, je l'aurais dit, donner un peu de tonus, ou plutôt je veux dire, amener M. Katumbi à prendre aussi le poids d'un bilan que le Congolais critique aujourd'hui. Pour ces deux raisons-là, Katumbi n'avait donc pas intérêt, n'avait pas du tout intérêt à pouvoir aller avec le président de la République. Parce que l'UDPS ne respecte pas ses engagements. Et puis deuxièmement, pour la peur de partager un bilan qui s'est montré déjà chaotique. Mais finalement, Katumbi y est allé. À l'heure où nous parlons, certains disent qu'il est en train de tergiverser, d'autres l'appellent à ne pas à quitter l'Union sacrée. Mais moi, je l'appelle à prendre son courage à bras-le-corps et à quitter l'Union sacrée. Katumbi n'a plus d'avenir dans l'Union sacrée. Dans l'Union sacrée, Katumbi n'a plus sa place pour deux raisons. La première raison majeure, c'est que tout en étant à l'Union sacrée, il est clairement établi aujourd'hui que lui et l'autorité morale de l'Union sacrée, et même les membres de l'Union sacrée, c'est le système de je t'aime moi non plus. C'est le désamour total. Nous sommes Congolais, nous tous nous le regardons. On dit de lui qu'il est traître au sein de l'Union sacrée. On dit de lui qu'il est Jonas, il combat le président Tshisekedi de l'intérieur. Rester au sein de l'Union sacrée, c'est accepter de vivre avec des personnes qui ne vous aiment pas et qui vous soupçonnent. Ça ne sert absolument à rien. Deuxième élément, M. Katumbi a placé la question de l'Union sacrée, plutôt de Denis Kadima, comme une rouge à ne pas franchir. Or, l'Union sacrée a franchi la ligne rouge en ayant désigné Kadima, en ayant été entériné, investi, prestation de serment, remise de reprise. À l'heure où nous parlons, Kadima est bel et bien président de la Commission électorale nationale indépendante. Donc, la ligne rouge a été franchie. Rester au sein de l'Union sacrée, Okobima Mutu ya Mangungu, papa. Okobima Mutu ya Mangungu. Asalaki Mangungu va dépasser ligne rouge. Il ne dit absolument rien et il ne fait absolument rien. Donc, pour ces deux éléments majeurs, la place de M. Katumbi n'est plus au sein de l'Union sacrée, il doit partir. Si Katumbi a quelques prétentions, quelques visées d'être président de la République ou de compétir pour l'élection présidentielle, Katumbi n'a pas de choix. À l'heure où nous parlons, il doit claquer la porte de l'Union sacrée. Maintenant, on me dit, non, Perron, on est en politique, peut-être qu'on va lui voler ses députés, on va lui voler ses mandataires. Là aussi, j'ai dit, non, Katumbi doit être courageux.
J'oppose au tenant de cette thèse, M. Etienne Tshisekedi Wamulumba de heureuse mémoire. En 2011, Tshisekedi a gagné les élections contre Kabila. Malheureusement, c'est Kabila qui a été proclamé. Le président Etienne Tshisekedi a décidé. Il a ordonné à tous ses députés de ne pas aller à l'Assemblée nationale. Personne ne l'a suivi, rappelez-vous. Les Sami Badibanga et les autres ont participé contre la volonté de leur parti politique à l'hémicycle du Palais du Peuple. Nous arrivons en 2006. Kabila va tordre le cou à l'UDPS. Ils vont débaucher Badibanga. Ils vont débaucher, comment il s'appelle, Bruno Tshibala. Kabila était spécialiste en débauchage. Mais le président Tshisekedi n'est pas mort. L'UDPS n'est pas pour autant morte. Malgré ces débauchages-là, malgré ces départs en cascade, aujourd'hui l'UDPS est au pouvoir. Aujourd'hui le président Félix Tshisekedi est président de la République. Donc Katumbi doit être courageux. Même si tous ces députés allaient, lui n'a qu'à assumer, à travailler. Le débauchage fait partie de l'ADN politique ici. Kabila a érigé la notion du débauchage en une sorte de référence en matière politique. Et l'UDPS qui a critiqué Kabila, depuis un moment, nous montre qu'il est plutôt dans la voie de M. Kabila. C'est pour ça que moi, je m'en prends à l'UDPS. Je leur dis, monsieur, n'oubliez pas que vous avez été élu aussi sur base des promesses de changement. Ne refaites pas du Kabila sans Kabila lui-même. Parce que si vous partez sur des actions, mais sur des postulats que Kabila a posés, vous allez échouer. Kabila a débauché les gens, mais il est où aujourd'hui? Qu'est-ce que les débauchages des partis politiques des gens ont amené à Kabila? Kabila a même amené Néné Nkoulou et Steve Mbikai à croire et à nous dire que l'AFDCA de Bahati Lukwebo leur appartenait, qu'ils étaient culottés ces gens. Quand je vois aujourd'hui Steve Mbikai en train de gesticuler au sein de l'Union Sacrée, j'ai dit mais mon Dieu, ces gens ils nous prennent vraiment pour des amnésiques. Hein? Steve Mbikai a dit ici avec Néné Nkoulou que l'AFDCA est parti dans Bango. Donc, Bahati a sali parti naye, Bango babi AFDCA plateforme aneza Bango. Mais aujourd'hui, Bahati est président du Sénat. Ça n'a pas empêché Bahati d'être président du Sénat. Le débauchage fait partie de la vie politique dans le pays. Malheureusement, ceux qui sont arrivés au pouvoir reproduisent les mêmes erreurs, reproduisent les mêmes tares que Kabila. Donc, cette hypothèse-là de se dire que je ne pars pas parce qu'on va vider mes rangs, c'est une grosse erreur. Katumbi va s'enterrer s'il reste à l'Union Sacrée. Donc, je me résume en disant, à l'heure où nous parlons, M. Katumbi n'a aucun avenir. Sa place n'est pas à l'Union Sacrée. Il doit prendre son courage et quitter l'Union Sacrée au fin d'organiser son parti politique et de se mettre en ligne de bataille pour les prochaines échéances électorales. Sinon, rester à l'Union Sacrée, c'est se tirer une balle à la tête. Rester à l'Union Sacrée, c'est de creuser sa propre tombe et il en payera évidemment le prix s'il reste à l'Union Sacrée. Il est rentré à Lubumbashi. On nous promet qu'il va continuer les consultations là-bas et qu'un communiqué sanctionnant ces consultations arrivera. Nous attendons justement ces communiqués et on viendra ici opiner sur la question. Voilà les amis, ce que j'avais à dire ce matin. J'ai été heureux de vous présenter cette émission. Je vous retrouve demain pour un autre numéro. Allez, bonsoir chez vous. Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de mon Pao Mokonzi.